Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et essayiste, avec Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick.fr, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Trump à la conquête du monde ?» Il est chapeauté ainsi « Pourquoi le président américain menace-t-il l'ordre international entre guerre commerciale et ambition territoriale ?» Cartes et analyses pour comprendre la stratégie de Donald Trump. Et le grand entretien de ce numéro a pour invité notre ami Nicole Niesotto, et il est intitulé « Trump est le plus grand révisionniste de l'ordre mondial ». Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 16 février. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Et nous retrouverons mercredi notre série consacrée à Notre-Dame avec l'ancienne directrice du patrimoine, Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous d'abord au premier des deux sujets que nous avons retenus, le sujet de politique intérieure que nous avons intitulé « La gauche décomposée ?» Les relations se sont tendues entre le Parti socialiste et la France insoumise après le choix des députés socialistes de ne pas voter le 16 janvier la motion de censure défendue par le reste du nouveau Front populaire. Selon le PS, les concessions programmatiques obtenues durant leur longue tractation avec le Premier ministre justifiaient de ne pas le sanctionner immédiatement. Les socialistes ont notamment obtenu que les déremboursements prévus sur les médicaments et les consultations soient remis en question et que des crédits supplémentaires soient accordés aux hôpitaux, sans oublier le maintien de tous les postes dans l'éducation nationale et le renforcement des dispositifs de justice fiscale, notamment pour les plus hauts patrimoines. L'initiative du PS, qui se définit toujours comme un parti d'opposition, ouvre cependant une brèche à gauche et acte la confrontation avec Jean-Luc Mélenchon. Deux gauches coexistent, comme cela a toujours été. Elles sont de nouveau entrées en compétition. Tenant de la gauche réformiste, François Hollande observe, je cite, que les socialistes constituent désormais le pôle central au sein de l'Assemblée nationale, puisque rien ne peut se faire sans eux ni contre eux. Ils ont la clé jusqu'en 2027. François Hollande a enfoncé le clou en estimant qu'en 2027, il faudrait deux offres à gauche, l'une réformiste et l'autre radicale, de quoi remettre en cause la stratégie du premier secrétaire du parti, Olivier Faure, qui espère construire avec ses homologues écologistes et communistes une candidature unique, alternative à celle de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a hurlé à la trahison, mais s'est toutefois gardé de sceller la rupture définitive avec le PS, qui pour lui n'est plus un partenaire, mais un allié de circonstance. Rêvant de renverser de nouveau le gouvernement et de provoquer une présidentielle anticipée, l'ancien sénateur socialiste a plus que jamais besoin des voix de son ancien parti pour voter la censure lors du vote du budget le 3 février. Dimanche dernier, le second tour de l'élection législative partielle de la première circonscription de l'Isère a été une véritable déroute pour LFI et partant pour le NFP. La candidate d'ensemble a remporté largement la circonscription détenue par LFI. L'ampleur de cette défaite fait de cette élection partielle un événement de portée nationale au moment où le NFP se décompose à ce niveau, quoique il ne faille pas oublier que les élections partielles sont toujours des élections où les électeurs sont peu nombreux. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, alors qu'il faut bien sûr rester toujours prudent en ce qui concerne les processus de décision au sein du PS. Je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même déjà constater que la France est en train de se déprésidentialiser et de se rapprocher d'un régime parlementaire comme on le connaît par exemple en Allemagne, c'est-à-dire un peu sans crier garde, François Bayrou
a vraiment fait de l'Assemblée nationale le centre des décisions et des négociations. Et a en quelque sorte privé de façon assez subtile le président Macron de ce pouvoir vertical qu'il avait exercé notamment pendant son premier mandat où il avait vraiment ses députés qui lui obéissaient. Et donc, je crois qu'il est assez cocasse en quelque sorte que François Bayrou ait réussi ce que son prédécesseur et aussi ni Gabriel Attal ni Elisabeth Borne avaient réussi, c'est-à-dire de trouver une sorte de pacte de non-agression avec une bonne partie des socialistes. Force est de constater que sur les 66 socialistes, députés socialistes, que 8 qui sont en plus dans leur circonscription sont avec un électorat LFI très fort, n'ont pas voté la censure. Alors, je pense que si ça continue, et ça va être vraiment le budget qui va être le grand test, mais si ça continue, on pourrait vraiment voir se former un bloc central élargi qui unit au moins sur 3 points. Tout d'abord, le respect des échéances institutionnelles, c'est-à-dire ne pas demander la démission du président de la République, comme c'est le cas du LFI, mais aussi du Rassemblement national, de façon un peu plus subtile, mais quand même, leur objectif, ça ne les dérangerait pas si le président Macron était forcé à la démission. Le deuxième point que je vois, c'est de ne pas donner un rôle décisif justement au Rassemblement national. Et sur ce point, on pouvait avoir des doutes avec Michel Barnier, parce que Michel Barnier, à chaque fois qu'il était mis à l'épreuve par le Rassemblement national, s'est publiquement plié aux revendications du Rassemblement national. Je trouvais à cet égard assez parlant. Vous vous souvenez quand François Rebsamen avait un mot un peu offensant pour le Rassemblement national. Tout le Rassemblement national a crié que François Bayrou devait s'excuser publiquement. Et il a géré l'affaire très délicate en laissant dire la porte-parole du gouvernement que l'opinion de François Rebsamen ne représentait pas l'opinion de tout le gouvernement. Mais il a absolument évité de se plier à l'exigence lui personnellement. J'ai entendu qu'on l'appelait l'anesthésiste et je trouve finalement ce mot était probablement pas totalement faux parce qu'il arrive à calmer un petit peu tout ce débat exacerbé. Et le troisième point, qui est très important, je crois, ce qui pourrait fonder ce bloc central élargi, c'est vraiment aussi la responsabilité de donner un budget à la France. Et là, je crois, c'est vraiment la question. On a vu que en décembre, les socialistes étaient encore dans une étape intermédiaire où ils considéraient que le budget présenté était si mauvais qu'ils préféraient faire tomber le gouvernement. Je crois qu'on est allé plus loin aujourd'hui et je pense que si ces débuts de démocratie plus parlementaire continuent, on le voit d'ailleurs aussi que les ministres sont plus libres à s'exprimer. Ils peuvent lancer des idées. J'ai l'impression qu'il y a plus de respect pour aussi les ministres qui ne sont pas seulement liés par une loyauté à toute épreuve. Et donc, moi, ce que je vois, c'est des prémices de moins de verticalité et aussi, du côté du président, une tentative de reprendre la main avec cette idée des référendums. Merci. Continuons avec le point de vue des étrangers sur notre sol. Richard Verly. Est-ce que la gauche française
première question, est plus décomposée qu'elle ne l'est en Espagne, qu'elle ne l'est en Allemagne, où je rappelle qu'il y a une gauche radicale très forte qui flirte d'ailleurs avec certaines idées d'extrême droite, je pense au parti de Sahra Wagenknecht, ou est-ce qu'elle est plus décomposée qu'en Italie ? Je pense que la gauche décomposée, c'est une question qu'on pourrait poser à l'ensemble de l'Union européenne. Parce qu'il y a un problème qu'on connaît, qui est celui de l'effritement structurel, ou en tout cas de l'incapacité de la social-démocratie à retrouver de l'allant et à retrouver un modèle séduisant pour une grande partie des électeurs. Et là, je renvoie sur la social-démocratie à l'émission, Philippe, que vous avez faite en hommage à Michel Rocard, avec Éric Lombard et avec Laurent Berger, entre autres. Donc, première question. Michel Vinocq, pardon. Donc, première question, est-ce que la France, finalement, ne subit pas ou n'est pas l'illustration d'un paradigme européen, à savoir qu'il y a à gauche de l'échiquier politique deux forces qui aujourd'hui ne sont plus capables de se parler, ne sont plus capables de se comprendre et ne veulent plus se comprendre, quels que soient les régimes, présidentielle ou parlementaire, c'est-à-dire la gauche social-démocrate compatible avec l'économie de marché et au fond compatible avec ce que Michaela appelle le bloc central, parce que c'est quand même de cela dont on parle, et d'autre part une gauche radicale qui nourrit cette idée révolutionnaire d'une autre forme de gestion possible du politique et de la chose publique. Ensuite, plusieurs points. D'abord, en France, et là je me retrancherai derrière l'expertise de Jean-Louis et de Michel, c'est un clivage historique, le clivage à gauche. J'ai vu renaître ces temps-ci les comparaisons avec le congrès de Tours de 1920 en raison des fractions du Parti socialiste. Donc cette idée que la gauche est décomposée ou en tout cas qu'elle est écartelée, divisée, en France, c'est une idée ancienne et qui ne l'a pas empêchée néanmoins à cette gauche de gouverner et d'assumer des responsabilités pendant un certain nombre d'années. Autre point, là j'aurais un élément de désaccord avec Michaela, je pense que dans le cas français, l'une des raisons de cette décomposition de la gauche aujourd'hui, c'est précisément qu'on reste dans un syndrome présidentiel. Disons-le, Jean-Luc Mélenchon, outre son talent, outre sa stature, il ne tient que parce qu'il y a l'échéance de 2027 et parce qu'il fait tout, avec un certain succès pour le moment, pour monopoliser ou pour convaincre l'électeur de gauche qu'il est le seul candidat possible. Et il s'appuie là-dessus sur une donnée quand même qu'il faut toujours rappeler, c'est qu'il a été de justesse éliminé au premier tour de la dernière présidentielle. Il n'était pas si loin de Marine Le Pen et il aurait donc pu prétendre éventuellement au second tour. Et il reste persuadé qu'il a sa place au second tour dans un duel qu'il revendique ouvertement, qui est le duel contre Marine Le Pen. C'est le duel qu'il veut, c'est le duel pour lequel il a construit son projet politique et c'est ça auquel il tient. Et enfin, il y a une chose qui est intéressante, c'est que cette gauche décomposée, elle ne correspond pas à ce que veulent les électeurs. Parce que quand vous parlez en France à des électeurs de gauche, il y a un mythe par contre de l'union de la gauche. Et ça, c'est très intéressant. Ça prouve que cette gauche décomposée, c'est une gauche qui est décomposée au niveau des appareils, qui n'arrive pas à s'entendre pour des raisons de personnalité, pour des raisons de projet, alors que les électeurs de gauche français, encore aujourd'hui pour une bonne partie d'entre eux, ils rêvent d'une candidature unique. Et ils rêvent d'une candidature unique à quel scrutin ? On y revient à la présidentielle, parce que dans l'esprit de l'électeur français de base, tout se joue au moment de la présidentielle et qu'une gauche qui n'a pas un candidat unique est condamnée quasiment à perdre. Donc voilà, je pense que moi j'aurais tendance à dépassionner, je pense qu'il y a un moment conjoncturel, mais que la gauche n'est peut-être pas plus décomposée aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le passé en France. Ce qui nous frappe en revanche, c'est qu'il y a une très forte incarnation instrumentalisée de la gauche radicale, autour de M. Mélenchon et du projet des Insoumis, et que par contre, du côté de l'autre gauche, qu'on pourrait qualifier socialo-démocrato-écolo, il y a un réel manque d'incarnation, et dans un pays comme la France, c'est un problème. Michel Elchaninov.
Oui, je pense que la gauche n'est pas tant décomposée qu'elle est en train de se recomposer, ce qu'elle fait depuis des décennies. La gauche française, elle est en recomposition permanente, tout simplement, comme l'a dit Richard, parce que il y a des visions du monde très différentes entre une gauche hier communiste, anticapitaliste, et d'une gauche social-démocrate ou avec François Hollande social-libérale. Et voilà, donc et aujourd'hui des visions du monde quand même très différentes, ce qu'on voit régulièrement sur les questions internationales. Et ce qu'on a vu notamment aux dernières élections européennes entre un Raphaël Glucksmann très très engagé pour l'Ukraine et un LFI au contraire se prétendant être le parti de la paix. Donc en fait cette opposition entre un pôle d'égalité et un pôle de liberté, elle a toujours existé, et finalement ce n'est qu'une manifestation de ce conflit, de cette tension. Je pense qu'il faut distinguer deux choses, et ça c'est très important. Le NFP, le Nouveau Front Populaire, c'était un rassemblement qui a été créé dans l'urgence, avec un programme bricolé à la va-vite, et certains de ceux qui ont écrit les programmes le savaient parfaitement et le sous-entendaient presque. Le but était absolument simple, et c'était de s'opposer à l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Et là-dessus, le Front populaire a parfaitement joué son rôle. La mobilisation de la jeunesse de gauche a permis que le Rassemblement national, notamment, et surtout cette union des gauches, a permis d'empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Ensuite, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui se passe pour la gauche social-démocrate, elle a une deuxième urgence. La deuxième urgence, c'est d'empêcher une crise institutionnelle, d'empêcher des élections présidentielles anticipées, et comme le disait Richard, d'empêcher que le rêve de Jean-Luc Mélenchon, qu'il y ait un match qui poserait des cas de conscience terribles à beaucoup d'électeurs et de citoyens, un match entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense que pour la social-démocratie, pour le PS, finalement, elle a géré l'urgence avec le NFP en juin, et elle a réussi. Et aujourd'hui, en acceptant de ne pas censurer le gouvernement, eh bien finalement, elle essaye de stabiliser les choses, de jouer un autre rôle et d'empêcher un deuxième écueil qui serait l'option révolutionnaire de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je pense que cette opération, qui est au fond bénéfique, à mon avis, pour le Parti socialiste, enfin on verra ce que l'avenir nous réserve, elle comporte deux gains et deux risques. Le premier gain, c'est quand même la réouverture de l'option social-démocrate dans l'espace politique français. Alors effectivement, il y a peut-être un manque d'incarnation. Effectivement, il y a encore des questions sur lesquelles la social-démocratie n'est pas assez, n'est pas assez programmatique, n'a pas assez d'idées, même si aujourd'hui le PS insiste beaucoup sur le quotidien. Mais c'est l'idée suivant laquelle le PS en acceptant de ne pas censurer le gouvernement, eh bien, a permis la renégociation de la réforme des retraites. Ce qui est quand même, pour le, entre guillemets, peuple de gauche qui était vent debout contre cette réforme, qui est quand même un début assez important. Et puis le PS a réussi à montrer aussi qu'on pouvait désavouer Emmanuel Macron, tout en acceptant de travailler pour la stabilité des institutions. Donc pour la social-démocratie, ça montre qu'on peut initier quelque chose de positif sans se rallier au macronisme. Le deuxième gain, Richard en a parlé, c'est cette sorte c'est d'arrêter d'être tétanisé par les insoumis. C'est-à-dire de montrer que les socialistes qui ont quelques députés de moins que LFI peuvent relever la tête, peuvent avoir leurs idées, leurs options politiques. Et donc, c'est d'essayer de montrer que Jean-Luc Mélenchon n'a pas le monopole de la parole de gauche, ce qui est très important pour la social-démocratie française. Pour terminer, les deux risques. Alors, le premier risque qui a bien été relevé dans le dossier de presse que nous a donné Sophie Jacquin, c'est que cette brouille entre le PS et les LFI ne se transforme en guerre des anciens. D'un côté Jean-Luc Mélenchon, de l'autre côté François Hollande, qui sont quand même tous deux décrédibilisés pour des raisons différentes. Le premier par sa violence chavisto-léniniste et qui rebute même jusqu'à son électorat. Le second par l'échec de son mandat présidentiel. Donc, ce qu'il faudrait peut-être imaginer, et là encore je rejoins ce que disait, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que des têtes nouvelles apparaissent.
Bon, alors Raphaël Glucksmann a eu presque 14% aux européennes. Il y a des nouvelles têtes qui apparaissent au Parti socialiste, notamment celles qui ont négocié cet accord. Il y a aussi sans doute beaucoup de plus jeunes à LFI qui seraient désireux d'enfin renverser les idoles au sein du PS et à LFI. Mais ça, c'est peut-être la partie la plus difficile. Et puis, dernier écueil qui m'inquiète au fond le plus, c'est que actuellement, donc, il y a une brouille au sein du nouveau Front populaire qui n'était qu'une alliance dans l'urgence. La question, c'est de savoir ce qui se passera quand il y aura des nouvelles échéances électorales. Est-ce que les LFI et le Parti socialiste, les écologistes et les communistes pourront à nouveau faire front commun en cas d'un véritable danger de victoire du Rassemblement national. Donc, effectivement, je crois que le PS a eu raison de ruer contre sa vassalisation, mais que la question du leadership va être fondamentale pour pouvoir essayer de reconstituer un front de gauche, s'il est possible, afin d'empêcher une victoire du RN aux prochaines échéances. Vous avez prononcé 2 fois le nom de Raphaël Glucksmann. Heureusement, vous ne l'avez pas dit trop fort, ça aurait pu le réveiller de la longue hibernation qu'il a commencé au mois de juillet dernier, qui semble devoir se prolonger de manière quasi éternelle. Jean-Louis Bourlanges. Ça fait rien, parce que François Hollande a pris le relais. Donc, la rénovation est en marche. Moi, je suis... effectivement, je crois j'ai été je vous parlais très, très sincèrement, j'ai été très déconcerté par le ton et la formule, la formulation de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Je trouvais que l'expression de Perrineau était très juste, de dire qu'il émanait de cette déclaration un charme flou. Et manifestement, ça n'était pas faiblesse de la part de François Bayrou, mais c'était l'effet. Moi, j'ai une tradition. Quand il m'a dit, il faut que tu te fasses à l'idée que je ne suis pas Margaret Thatcher. Et je crois qu'il a raison. Je pense que ça n'a pas dû vous prendre trop de temps. Il a raison, et je crois qu'il a raison de ne pas vouloir être Margaret Thatcher, parce que c'est un produit qu'on ne peut pas importer en France. Mais je pense qu'il a effectivement bien réfléchi et qu'il a donné à toute son affaire un style qui n'est pas du tout un style mou, mais un style flou. Et là, je crois que la première chose qu'il faut voir, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michaela, c'est un changement très profond de l'assise institutionnelle de son pouvoir. Je pense que Guillaume Tabar a fait une analyse dans le Figaro de vendredi qui est assez, je crois que c'était vendredi, qui est assez claire sur le changement de style. D'abord, il s'est imposé comme Premier ministre et il a rendu public cette imposition en disant le président voulait quelqu'un d'autre. Bon, c'est moi. Ça, c'est quand même assez nouveau. Il rappelle, il est très clair qu'il a un certain nombre de clés. Par exemple, le référendum article 11, c'est sur proposition du gouvernement. Donc, de toute manière, il est là. Ensuite, son style est extraordinaire. Il ne s'intéresse qu'au Parlement. Quitte d'ailleurs à braver tous les records d'impopularité. Mais il s'en fiche. Parce qu'il fait une analyse très juste, à savoir que ce qu'ignorent beaucoup de fanatiques des sondages, c'est que la popularité, c'est un phénomène qui se constate ex post et pas ex ante. C'est un résultat, une résultante d'un choix politique positif. Je ne dis pas que son choix politique est positif, mais s'il l'est, ça viendra. Et je pense qu'il doit avoir présente à l'esprit, il n'en parle jamais, une perspective présidentielle. Mais il applique à la présidentielle le principe des Français d'Alsace-Moselle entre 71 et 1914. Il pensait toujours, n'en parlait jamais. Bon. Et donc, il se comporte. Il ne fait pas de voyage en province. Il laisse ses ministres. Il a une gestion qui est exactement celle des présidents du Conseil sous la 4e République, qui était de dire le président, le chef du gouvernement n'intervient que quand il y a conflit entre deux ministres.
Et alors, il laisse M. Retailleau, M. Darmanin camper, ciseler une image de droite sur l'immigration, sur la sécurité, qu'un remarquable discours jeudi d'ailleurs de Darmanin adressé au personnel pénitentiaire, qui était un discours assez fort. En même temps, il laisse M. Lombard, dont on connaît les amitiés socialistes anciennes, négocier sur le budget avec le Parti socialiste. Il laisse tout ça fonctionner. Il affirme lui-même tranquillement sa vieille conviction démocrate chrétienne en prenant des distances assez subtiles sur la loi fin de vie, mais chacun agit, puis on verra, puis s'il y a un conflit, il intervient et il dit non, là, l'arbitrage du Premier ministre existe. Je crois que c'est quand même quelque chose, alors c'est très important pour les socialistes, parce que, effectivement, ça répond à leur souci profond d'avoir une démocratie parlementaire, et ça leur permet, ne pas combattre Bayrou, aujourd'hui, ça n'est pas soutenir Macron. Donc là, il y a un avantage qui est assez considérable. Ensuite, il y a la représentation proportionnelle. Alors, il propose manifestement la représentation proportionnelle, j'en dirai un mot dans les aspects négatifs, mais c'est quand même effectivement une perspective d'autonomie par rapport des socialistes, par rapport à LFI. Donc tout ça construit un univers dans lequel le groupe parlementaire socialiste se sent profondément pris en compte, sachant que c'est évidemment lui qui a la clé de la survie du gouvernement, puisque le Rassemblement national fera ce qu'il voudra, mais ça ne sera jamais dicté par ce que fait ou ne fait pas le gouvernement, ça sera dicté uniquement par le calcul d'opportunité qu'ils feront sur ce qui est meilleur, ce qui améliore les chances de Mme Le Pen d'accéder à l'Élysée. Donc il n'existe pas pour un gouvernement. LFI n'existe pas puisque c'est non, non et non. Et donc, la seule variable d'ajustement, c'est les socialistes qui en sont conscients et auxquels on parle. Alors, j'ajoute, et ça c'est très important, que les socialistes sont aussi conscients, et c'est là où j'ai une nuance par rapport à ce qu'a dit Richard, sur Mélenchon. Je crois que Mélenchon était une figure présidentielle remarquable, qu'il a fait à 2 reprises des scores absolument étonnants, avec un talent indiscutable, d'ailleurs respecté en tant que tel par François Bayrou. Il y a eu des échanges je dirais pas à fleur et moucheté, mais au contraire à caresse mouchetée, si je puis dire. Mais simplement, Mélenchon s'éloigne jour après jour de cette image présidentielle. Il s'enferme dans un électorat très restreint. On a vu par exemple les votes incroyables au Parlement européen sur l'affaire algérienne. Ils ont refusé de s'associer à la demande de libération de cet écrivain. Boualem Sansal. Boualem Sansal, qui était... tout ça est très... Et les socialistes sont très conscients qu'en cas de conflit, c'est le RN qui bénéficiera de ça. Alors maintenant, quelles sont les limites ? Alors, pour les socialistes, le calcul de Bayrou, ce qui m'a personnellement troublé, mais que je comprends, c'est de ne pas poser le problème le Parti socialiste accepte-t-il de devenir un parti de gouvernement d'emblée ? Il dit non, je ne pose pas cette question préalable. Moi, j'aurais tendance à la poser parce que j'aime bien la clarté. Mais lui dit non, on va construire quelque chose et puis peu à peu, ils vont sans doute émerger vers un calcul, vers un parti de gouvernement. Seulement, ils ne le font pas. Et la négociation budgétaire, c'est effectivement des concessions habilement faites pour plaire aux socialistes, par exemple sur les enseignants, pour plaire aux élus socialistes, par exemple, ce qui a été voté jeudi sur les collectivités territoriales, ce qui a été consenti au Sénat par le gouvernement, tout ça va dans le même sens. On fait des concessions, on essaie de les faire limiter, on essaie de ne pas céder sur les retraites, mais on va dans le sens des socialistes sans leur poser la question de l'heure de vérité. Et l'heure de vérité, il faudra bien qu'elle vienne, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Richard, la tendance à n'être pas un parti de gouvernement, la tendance à la radicalité, elle est caractéristique du Parti socialiste français et également, comme le disait Richard, d'une grande partie des partis socialistes. Donc là, je crois qu'il y a un effet de procrastination. Qu'est-ce qui se passera à l'arrivée ?
Je n'en sais rien. Dernière chose, la proportionnelle. La proportionnelle, c'est bien, mais je ne pense pas. J'ai vu que Jérôme Jaffray avait, ce qui est assez nouveau chez lui, avait rappelé que François Bayrou était favorable. Alors la seule proportionnelle qu'on puisse faire pratiquement, qu'on puisse faire voter sans découpage, c'est le retour à la loi qu'avait fait voter François Mitterrand pour les élections de 86. Et qui a permis à François Bayrou d'être député, sans quoi il ne serait jamais... Mais c'est une loi départementale. Je suis beaucoup moins confiant dans les vertus d'autonomisation de cette loi, dans un système politique aussi décomposé, alors là, pas seulement à la gauche, mais toujours avec Marine et les Sept Nains, si vous voulez, tous ces petits partis, dans un scrutin départemental, auront beaucoup de mal à s'autonomiser. Donc je crois que là, c'est pas du tout gagné. En fait, l'heure de vérité est renvoyée à une date ultérieure, mais il est évident qu'il s'est passé quelque chose de très important, et je ne pense pas que le fait de ne pas, quel que soit l'attachement de l'opinion publique à l'union de la gauche, qui s'accompagne d'ailleurs d'une méfiance absolue à l'égard des thèses de Mélenchon. Il y a vraiment une sorte de schizophrénie de la part du corps électoral. Je ne pense pas que ça exclue un succès. Le seul succès qu'ont eu les socialistes électoralement depuis des années, ça a été le succès de l'endormi, pour parler comme Philippe, c'est-à-dire Glucksmann, qui a quand même fait un score en récupérant une grande partie de la Macronie de gauche, un score assez remarquable, sans comparaison avec le score d'Hidalgo à la présidentielle. Donc je crois que c'est plus compliqué, mais donc je termine encore pour un mot. Mais je crois que ce que dit d'ailleurs Jaffray dans le Figaro, je crois que c'est le vendredi ou le jeudi, je ne sais plus, ce qu'il dit, c'est que, et ça c'est très juste, ce que vise Mélenchon, et ça rejoint ce que suggère Richard, c'est la division du Parti socialiste. En réalité, il suffit qu'une partie des socialistes vote la censure. Si le RN la vote, et le RN pourra la voter ça dépend là de sa propre logique, LFI la votera, il suffit qu'une fraction du Parti socialiste la vote, et là nous nous retrouvons exactement dans le cas de figure de la fin du quinquennat de M. Hollande, une majorité socialiste qui ne fait pas l'unité du parti et qui a interdit en fait à François Hollande d'être candidat à sa propre succession. Donc là est le problème. Le grand problème du Parti socialiste, c'est la sauvegarde de son unité. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions au deuxième des sujets que nous avons retenus, celui de l'Ukraine. Quelle paix pour l'Ukraine ? Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les Européens craignent un désengagement des États-Unis dans le conflit en Ukraine, voire des pressions de Washington pour un accord au détriment de Kiev. Le président américain qui se vantait d'obtenir la fin de la guerre en 24 heures parle désormais de 100 jours, sans jamais détailler son plan. Les contours d'un accord restent difficiles à imaginer. Le président ukrainien a récemment fait une ouverture en affirmant qu'il était prêt à renoncer à utiliser la force pour récupérer les territoires occupés par la Russie depuis 2014, à peu près 20% du pays. Il a même envisagé un abandon de souveraineté temporaire sur la Crimée et une partie du Donbass, contrôlée par Moscou aujourd'hui, en attendant une solution diplomatique. Cependant, Volodymyr Zelensky insiste pour que l'Ukraine soit invitée à adhérer à l'OTAN, et de son côté, Vladimir Poutine s'est dit prêt à discuter d'un accord de cessez-le-feu avec Trump, mais il exclut toute concession territoriale majeure, et il insiste pour que Kiev abandonne ses ambitions de rejoindre l'OTAN. L'année 2024 aura été difficile pour l'Ukraine. L'armée russe a avancé dans le pays de près de 4000 km² face à des Ukrainiens en difficulté, soit 7 fois plus qu'en 2023, et l'année à venir s'annonce incertaine, notamment du fait d'interrogations sur la pérennité du soutien américain. En mai 2022, 10% des Ukrainiens se déclaraient prêts à céder des territoires pour parvenir à la paix, alors que 82% y étaient opposés. En décembre 2024, l'écart se resserre, 38% des Ukrainiens se disent désormais disposés aux concessions territoriales, alors que 51% y restent opposés.
À Varsovie, à la mi-décembre, Emmanuel Macron et le premier polonais Donald Tusk ont évoqué la possibilité du déploiement d'un contingent militaire européen en Ukraine, le long de la ligne de front qui s'étend sur quelques 1000 kilomètres. Cette hypothèse pourrait impliquer les armées de pays membres de l'OTAN ou encore cette hypothèse pourrait impliquer des pays membres de l'OTAN ou encore détenteurs de l'arme nucléaire, comme la France et le Royaume-Uni. Et intervenant mardi au Forum économique mondial, le président ukrainien a affirmé qu'il faudrait une force de maintien de la paix européenne d'au moins 200 000 hommes. Mercredi, Donald Trump a sommé Moscou de trouver un accord pour clore la guerre en Ukraine, faute de quoi il imposerait de nouvelles sanctions. Et en saluant la volonté de Kiev de chercher un compromis et en évoquant les gros ennuis, notamment économiques, de Poutine, le président américain semble mettre légèrement davantage la pression sur le Kremlin, sans évoquer toutefois la possibilité d'armer l'Ukraine. Sur cette question, Michel Elchaninov. Je pense qu'il y a très peu de chances, voire pas de chance du tout pour parvenir à une paix viable en Ukraine. Et tout porte à croire que Donald Trump va sacrifier l'Ukraine. S'il y a une trêve, je pense qu'elle ne sera que provisoire. La seule paix viable, je pense, c'est ce qu'on appelait naguère la paix par la justice, dont Zelensky parlait notamment beaucoup. C'était une paix qui garantisse la sécurité de l'Ukraine pour l'avenir, avec une mise en œuvre de mesures de justice, donc intégration à l'OTAN, retrait des troupes russes des territoires occupés, mesures de réparation. Donc c'était ce qu'on appelait avant la paix par la justice. Ça fait longtemps que Zelensky n'en parle plus, parce qu'effectivement le concept qui, depuis quelques mois, est apparu, c'est le concept de paix par la force. Paix par la force, vieux concept républicain, utilisé notamment par Ronald Reagan ou par Donald Trump lors de son premier mandat, qui consiste effectivement à menacer les deux belligérants pour les pousser à s'asseoir autour d'une table. Alors, cette notion de paix par la force, qui a été utilisée d'ailleurs par Zelensky lui-même le jour où il a félicité Trump de son élection en novembre, le concept de la paix par la force, c'est ce que semble faire aujourd'hui Donald Trump en disant qu'il allait accroître les sanctions contre la Russie si celle-ci n'acceptait pas des pourparlers. C'est purement rhétorique. La Russie est déjà sous sanctions et surtout Poutine sait pertinemment que Trump veut discuter avec lui et veut dealer, entre guillemets, sur l'Ukraine. Et puis surtout, je ne vois pas du tout l'administration américaine actuelle, au nom de la paix par la force, surarmer les Ukrainiens. Ce qui pourtant faisait partie du plan de la paix par la force. Si la Russie ne veut pas aller négocier, on surarme les Ukrainiens. Surarmer les Ukrainiens, dans cette option de paix par la force, ça va complètement contre la logique trumpienne qui consiste à ne pas financer des guerres qui ne concernent pas directement les États-Unis. Donc je crois que la paix par la force est un concept purement rhétorique. Et ce qui va se passer, ça sera sans doute peut-être un compromis, mais quoi qu'il en soit, ce que le philosophe israélien Avishai Margalit appelle un compromis pourri. Alors qu'est-ce que c'est qu'un compromis pourri ? Ça veut dire, dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, d'abord des négociations dont les Européens pourraient être exclus, ce qui est problématique. Ensuite, une Ukraine sans protection de l'OTAN, voire à qui on forcerait d'avoir le statut de pays neutre, ce qui est le but de guerre un des buts de guerre de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine refusera de toute façon que l'Ukraine entre dans l'OTAN et la demande russe qui avait préludé en automne 2021 à l'invasion était justement la demande adressée à Washington et à l'OTAN de signaler formellement que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Donc ça veut dire, si la logique des événements se poursuit, que l'Ukraine n'aura pas de protection de l'OTAN, aura peut-être un statut d'État neutre, que les Ukrainiens seront très échaudés contre l'Occident. Déjà, ils sont échaudés par la lenteur avec laquelle est arrivée l'aide occidentale. Et donc, s'ils sont abandonnés, je pense que ça va être très compliqué. Voilà. Ensuite, c'est une Ukraine déstabilisée. Un sondage récent disait que un peu plus de 20% des Ukrainiens, s'il y avait un accord de paix, si les soldats ukrainiens étaient démobilisés, quitteraient le pays. Donc un pays encore plus exsangue qu'aujourd'hui, qu'un pays déjà qui est vidé de plusieurs millions de ses habitants. Ensuite, parler d'envoi de troupes européennes, non seulement c'est pas évident du point de vue européen,
Alors, je ne sais pas si les parlements nationaux devront être consultés, mais je doute que le RN et LFI acceptent qu'on envoie des troupes en Ukraine. Ensuite, il faudra un accord entre les Européens. Et puis, c'était jeudi dernier, il y a 3 jours, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a dit qu'il n'était pas question qu'il y ait des troupes des pays de l'OTAN qui viennent s'interposer en Ukraine. Donc tout ça est très mal parti. Et il y a une dernière chose à laquelle je trouve on n'a peut-être pas assez prêté attention, c'est les conditions de Poutine. Le 19 décembre dernier, il y avait ce grand événement où Poutine parle aux journalistes et à son peuple, ça s'appelle la ligne directe. Et Poutine a dit les choses suivantes. Il a dit « La Russie est toujours prête à des négociations, il a toujours été ». Il a ensuite dit que la politique, c'était l'art du compromis. Donc apparemment tout à fait ouvert à des discussions. Et ensuite, il a ajouté ses conditions. Première condition, ne pas parler avec Zelensky. Pour Poutine, Zelensky est un président qui n'est plus légitime depuis qu'il a reporté les élections présidentielles qui devaient avoir lieu au printemps 2024. Donc il ne peut pas parler à un président illégitime. Donc il n'y aura pas de rencontre entre Poutine et Zelensky. On peut pas se parler à soi-même alors. Alors, deuxième question, il ne faut pas que les intermédiaires de la paix soient des parties prenantes du conflit, ce qui exclut quand même les Américains. Donc, ce qui est quand même problématique. C'est-à-dire, en fait, peut-être que Poutine parlera avec Trump, mais il est certain que Poutine a dit « je ne veux pas que des parties co-belligérantes participent aux négociations ». Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être faire la paix avec les Chinois. Et enfin, Poutine a dit « il ne faut pas que ça soit juste un cessez-le-feu, il faut que ça soit un accord de paix qui donne des garanties de sécurité à la Russie ». Donc, en gros, c'est très très mal parti, ce qui veut dire que et en plus, Poutine n'aura pas atteint ses buts de guerre, qui sont ce qu'il appelle la dénazification, c'est-à-dire un changement de régime à Kiev, et une démilitarisation et la protection des russophones. Bref, pour terminer, je crois que s'il y a un cessez-le-feu, ça mettra évidemment des mois, et à mon avis beaucoup plus que 100 jours. Cela se fera en défaveur des Ukrainiens. Donc, au fond, ça n'arrêtera pas la guerre, parce que les Ukrainiens la reprendront au bout d'un certain temps. Et donc, ça ne sera qu'une pause dans la guerre de Poutine contre ses voisins. Michaela Wiegel. Oui, j'aurais une lecture un peu moins pessimiste, non pas en ce qui concerne les objectifs de Poutine que nous connaissons désormais, et c'était d'ailleurs, il n'a pas beaucoup varié, parce que dès le départ, il a contesté la légitimité de Zelensky, et il a souhaité faire revenir dans un esprit vraiment impérialiste l'Ukraine dans l'ensemble russe. En revanche, ce que nous savons désormais, c'est que la présidence Trump saison 2 ne ressemble pas à la première saison, parce que dans son discours inaugural, le président Trump a bien laissé entendre que ce nouvel âge d'or sera un âge d'or impérialiste américain en vérité. Et il a d'ailleurs à multiples reprises montré l'exemple de ce retrait d'Afghanistan comme une des plus grosses humiliations pour les États-Unis. Donc je pense tout ce qui pourrait ressembler à une humiliation de l'Occident par une simple abandon, ou je crois votre mot c'était le sacrifice, Michel, de l'Ukraine, je crois ça donnera un coup en tous les cas à ces objectifs annoncés. Donc je pense qu'on verra dans la suite, effectivement, Trump fera tout pour sortir en force de cette guerre, les conseillers et notamment le nouveau secrétaire d'État aux affaires étrangères, Marco Rubio, ont laissé entendre que ça prendra au moins 6 mois. Dans ses premiers décrets présidentiels, il a maintenu l'aide à l'Ukraine, donc il n'y a pas alors qu'il coupe toute
aide internationale. Il a maintenu l'aide à l'Ukraine, ce qui est quand même un signal pour le moins intéressant, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas tout de suite le robinet qui est coupé. Et tout laisse à penser, je pense, que il y aura une épreuve de force et on ne connaît pas encore la façon comment les États-Unis veulent sortir de cette guerre. Ce qui est sûr, et ça on le sait depuis le discours du vice-président, du désormais vice-président J.D. Vance à la conférence de sécurité à Munich, c'est que c'est aussi pour les Américains un moyen de enfin obliger les Européens d'investir davantage dans leur propre sécurité. Et je pense que c'est surtout sur ce point qu'on voit la pression monter les prochains mois. À cet égard, c'était très intéressant d'écouter hier les deux ministres de Défense allemands et français, Boris Pistorius et Sébastien Lecornu. Boris Pistorius a dit: dans 4 à 5 ans, la Russie pourrait avoir les forces pour s'attaquer à l'Europe. Et le ministre Lecornu a dit que la Russie est en train de réinventer la guerre et c'est probablement pas un scénario d'invasion auquel il faut se préparer, mais que il y a déjà une zone grise qui est en train de s'établir à travers des attaques contre les infrastructures critiques, à travers les attaques sur nos démocraties, à travers tout l'espace cyber. Et je pense donc, si on regarde la guerre de l'Ukraine aujourd'hui, il y a surtout du côté de notre allié américain une attente très très forte, une pression qui va monter que enfin, au bout de bientôt 3 ans de guerre, les Européens investissent davantage, s'équipent davantage et font plus tourner leur industrie d'armement. Richard Verly. Je ne sais pas si parmi nos auditeurs, certains ont eu la curiosité d'écouter l'intervention de Donald Trump au forum de Davos, qui était donc jeudi 23 janvier et qui était la première intervention internationale, même si elle a eu lieu en visioconférence. Donc on pourrait dire le premier message de Donald Trump au monde à travers les milliers de participants à ce forum économique mondial. S'ils l'ont fait, si vous l'avez écouté, il a, à 2 reprises, il s'est assez longuement étendu sur la paix et sur les destructions de l'Ukraine. Et là, ça va peut-être vous étonner, mais je voudrais lui rendre hommage. Parce que moi, je suis allé 4 fois en Ukraine depuis le début du conflit. Et ce qu'il dit est vrai. C'est un charnier. C'est épouvantable. C'est des villes détruites. C'est absolument terrifiant. Et de ce point de vue-là, j'ai même trouvé qu'il en a parlé dans sa bouche, c'était sans doute pour instrumentaliser le doux, mais il en a parlé d'une manière assez poignante et il a raison. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, je pense que tous les Ukrainiens, quasiment sans exception, seraient heureux que la paix revienne. Ce pays est exsangue et ce qui s'y passe est absolument abominable. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on rentre immédiatement dans des considérations politico-diplomatiques. Il faut aussi qu'on ait la justesse de reconnaître que terminer, même temporairement, Michel, même temporairement, un conflit aussi effroyable, ce sera déjà une petite victoire pour l'humanité. Et si Donald Trump, avec ses méthodes, son approche, qui est celle d'un promoteur immobilier, parce qu'à Davos, il n'a pas été de répéter la destruction des immeubles, et vous imaginez, sous tous ces immeubles, il y a beaucoup de victimes, ce qui est sans doute vrai, et il faudra reconstruire tout ça. Peu importe, je dirais, la méthode, mais aujourd'hui, moi, tous les Ukrainiens que je connais, à Kiev, à Zaporijjia, à Pokrovsk, en exil, ils n'en peuvent plus. Je ne peux pas parler des Russes parce que je n'ai pas l'occasion d'échanger avec les Russes de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est peut-être le premier point. Deuxième point, il y a un scénario, effectivement, Michel l'a évoqué, il y a un scénario qui est en train de disparaître de la table. En tout cas, semble-t-il, sur la base des informations qu'on a de part et d'autre, mais surtout du côté russe, c'est le scénario coréen.
qui est un scénario auquel beaucoup de gens ont réfléchi, c'est-à-dire celui d'une zone démilitarisée, avec un déploiement d'une force internationale conséquente. Ça a quand même permis à la Corée de vivre en paix depuis 1953, dans des conditions compliquées. Ça a permis à la Corée du Sud de devenir le géant économique qu'elle est aujourd'hui. Mais là, on voit bien, avec ce que vous venez de dire, Michel, que la Russie n'en veut pas. La Russie ne veut pas de déploiement de troupes de l'OTAN à ses frontières, mais c'est pas parce que la Russie n'en veut pas qu'il faut pas le réclamer, qu'il faut pas essayer de l'imposer. Mais il semble que la Russie n'en voudra pas. Et puis, troisième élément, sur l'Europe. Alors moi, je suis non pas stupéfait, mais quand même un peu accablé. Je pense qu'il y a des gouvernements, quand même un certain nombre de gouvernements européens et des gouvernements importants qui sont prêts à faire beaucoup pour l'Ukraine aujourd'hui. Je pense à l'Allemagne, je pense à la France, je pense à la Pologne. Voilà 3 pays importants qui sont prêts à se mobiliser. L'Europe, l'Union européenne, à ce jour, n'a toujours pas un envoyé spécial pour le conflit ukrainien. La première chose qu'a fait M. Trump, avant même d'accéder à son poste de président, donc durant la transition, c'est de nommer un émissaire spécial. C'est comme ça qu'on doit faire. Madame von der Leyen, elle veut tout faire. Elle veut être à Davos, elle veut négocier avec Trump, elle veut négocier la paix en Ukraine. Ça suffit. Il faut nommer une personnalité qualifiée assez forte pour être l'envoyé spécial de l'Union européenne sur le conflit ukrainien. Et c'est comme ça qu'on verra des ouvertures. Et deuxièmement, il faut accepter de commencer à dire à M. Zelensky, et ce sera très dur, oui, vous avez un problème de légitimité politique. C'est réel. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas justifié dans son report de l'élection présidentielle, mais oui, il faut qu'il y ait en Ukraine un regroupement des forces politiques, parce que la situation qu'on voit aujourd'hui, c'est un délitement des forces politiques ukrainiennes, et on sait que ce délitement, il est propice et favorable à qui ? À la Russie de Vladimir Poutine. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je suis très sensible à ce par quoi Richard a commencé. Je ne suis pas allé en Ukraine récemment, mais j'ai vu pas mal d'amis français vivant en Ukraine. J'ai eu notamment des conversations la semaine dernière extrêmement précises et approfondies avec un garçon qui travaille dans le secteur privé à Kiev, français, et qui en même temps anime une association qui vient au secours des blessés pour leur donner des perspectives de réemploi, des perspectives de logement, enfin, qui joue un rôle actif, soutenu par son groupe, le groupe de sa boîte, pour essayer d'apporter un peu de paix et de confort à ces gens. Et il y a effectivement un désespoir profond des comportements de fuite. Ce qui s'est passé sur le fameux bataillon Anne de Kiev, c'est quelque chose qui est répandu. Il y a énormément de corruption pour fuir la conscription, qui curieusement coexiste avec un héroïsme absolu des troupes engagées sur le front, qui vraiment sont d'un courage face aux Coréens et face aux Russes absolument exceptionnel. Je crois donc qu'il y a une aspiration profonde à la paix. Je crois, cela dit, que le front n'a pas encore cédé, que les Russes ont une difficulté à concevoir une entreprise, une offensive de grande envergure avec tout ce que ça suppose. Et je crois surtout que ce qui s'est passé ces dernières années crée un sentiment national ukrainien qui ne disparaîtra pas. Je ne pense pas que les Ukrainiens soient prêts à passer sous les fourches caudines de la Russie comme ça. C'est un véritable État. Le nationalisme a précédé la nation, comme avait dit Raymond Aron de l'Algérie, et c'est un peu la même chose, mais la nation existe. Donc, je crois qu'il faut... Alors, sur ça, il faut regarder les trois groupes. Je pense que nous avons une assez grande affinité, approche convergente, les Ukrainiens et les Européens. Je pense que tout le monde convient que le Donbass et la Crimée ne vont pas être reconquis militairement, et que même si juridiquement ça reste en droit international quelque chose qui devrait être ukrainien, l'idée d'un cessez-le-feu, soit un pur cessez-le-feu, soit, parce que la solution coréenne, c'est un armistice, ce qui est plus qu'un cessez-le-feu. Donc, enfin, quelque chose comme ça, c'est quelque chose que les gens peuvent accepter, à condition, je parle des Européens et des Ukrainiens, que le territoire, que l'Ukraine reste une démocratie
pluraliste, ce que n'est ni la Russie ni la Biélorussie, et que la sécurité de l'Ukraine soit garantie d'une manière ou d'une autre. D'une part, largement par les forces ukrainiennes, c'est quand même la première armée européenne actuellement, et si on lui donne des armes régulièrement, etc., et si elle reconstitue sa force à la faveur de la paix, elle ne sera pas une entité négligeable. Deuxièmement, l'OTAN, c'est quelque chose qui est exclu par les autres, mais qui est quand même envisagé. Troisièmement, l'Europe. L'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne. Elle est candidate. L'article 42.7 du traité de l'Union européenne crée une solidarité comparable à celle de l'article 5 entre les membres de l'OTAN. Et donc, ça impliquerait une présence d'un certain nombre de forces. Évidemment, les pays qui ont été cités, notamment par Richard, la Pologne, mais il n'y a pas que la Pologne, et il n'y a pas que l'Union européenne, parce que le Royaume-Uni est aussi très actif. Toute l'Europe du Nord est mobilisée. Les pays baltes, la Finlande, qui a des habitudes assez solides de conflits et de conflits pas victorieux, mais résistant, efficace avec la Russie, la Suède, qui a augmenté énormément ses dépenses militaires, le Danemark, qui ne va pas, à mon avis, exposer l'ensemble de ses forces pour la défense du Groenland, et qui a quand même rejoint l'aspect politique extérieur et défense de l'Union européenne. Donc tout ça constitue quelque chose qui peut prendre forme d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est ce que pensent les Ukrainiens, et à mon avis, et les Européens. Maintenant, les Russes, là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michel, les Russes ne veulent absolument pas de ça. Et c'est pour ça qu'ils multiplient. Ils ne veulent pas de ça. Un règlement pur et simple est quelque chose qui donne un sursis aux Ukrainiens, qui leur permettent de rapatrier leurs gens, parce qu'on va les faire repartir. Les Polonais, notamment, ne vont pas les garder éternellement chez eux à partir du moment où il y aurait la paix en Ukraine. Nous non plus. Donc il va y avoir forcément, même s'ils vont essayer de partir, l'Amérique n'est pas très accueillante aux immigrés actuellement, donc il va y avoir une reconstitution de la force ukrainienne. Les Russes ne veulent pas en entendre parler. Les Russes ne veulent pas entendre parler d'une garantie, ils veulent une neutralité désarmée, c'est-à-dire sous contrôle russe. Ils veulent une démocratie dénazifiée, c'est-à-dire modèle biélorusse, c'est-à-dire le contraire d'une démocratie. Et si vous n'avez pas fait allusion à ça, je ne sais pas si vous y attachez un certain crédit, Michel, ils envisageaient même de dépecer l'Ukraine, c'est-à-dire d'offrir des bouts d'Ukraine à la Roumanie, à la Pologne, etc., à les dédommager, la politique des pourboires, comme aurait dit Bismarck à l'époque de l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, à Sadova. Ils envisagent ça. Et ça, évidemment, c'est totalement inacceptable, et ça implique... Et troisièmement, les Américains, et là, je suis quand même moins pessimiste, je ne sais pas. Comme toujours, imprévisibilité, a dit Zelensky, du comportement de M. Trump, mais je ne vois pas que Trump, et je trouve que ses déclarations récentes sont assez intelligentes. Je sais que je suis indigné par tout ce qu'il dit par ailleurs, mais sur ce point-là, en disant aux Russes, où est-ce que ça vous mène ? Ça vous mène nulle part. Et sous-entendu, moi, si je lâche pas l'Ukraine, qu'est-ce que vous allez faire ? Et je pense que pour Trump, c'est quelque chose d'inacceptable que de passer par les conditions mises par les Russes. Or, la seule paix qui peut vouloir, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, souhaitée par les Européens. Et ça, Poutine n'en veut pas. Donc, je pense que la variable d'ajustement, ce sera oui, j'ai fini. Je dis pour nos auditeurs que Philippe me fait des signes désespérés, me disant que je suis trop long, mais je veux finir ma phrase. Le nœud, c'est la nature de la négociation entre les Européens et les États-Unis sur l'ampleur des efforts européens, efforts financiers, efforts aussi d'acquisition de matériel au service de l'Ukraine, qui permet aux États-Unis de continuer à aider l'Ukraine sans que ça leur coûte trop cher. Michel Elcheninoff. Un mot, je pense que pour Trump, ce qui est important, c'est de conclure un accord davantage que le contenu de l'accord. On l'a quand même vu dans le passé, et ça, c'est problématique. Je vais être très rapide. Deuxième chose,
J'étais en Ukraine pendant 2 semaines, en octobre-novembre. J'ai vu évidemment ce que vous avez vu aussi, c'est-à-dire leur fatigue, leur désespoir, l'envie que ça s'arrête. Mais à la fois ce qu'ils m'ont dit et les sondages que j'ai lus de l'Institut Razumkov expliquent que dans les 38% qui sont prêts aux négociations, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y a seulement un petit pourcentage qui accepte que ça se fasse à des conditions défavorables à l'Ukraine. C'est-à-dire que les Ukrainiens disent « oui, nous voulons la paix, évidemment, nous voulons le retour de nos soldats chez eux, mais pas à n'importe quel prix ». Et donc, c'est là-dessus que ça va être compliqué. Et dernière chose, Zelensky sait qu'il doit organiser des élections. Et tous les Ukrainiens l'attendent. Dès qu'il y aura un accord qui sera fait, enfin s'il est fait, Volodymyr Zelensky a déjà dit qu'il allait organiser des élections avec contre lui un adversaire redoutable qui est l'ancien commandant en chef des forces armées que justement Zelensky essaye d'attirer à lui pour faire un front commun. Mais il y aura des élections en Ukraine. Je vous remercie. L'heure est arrivée largement de notre dernière séquence, la séquence des brefs, que j'ouvrirai brièvement en recommandant un livre de Jacqueline Rémy, journaliste à l'Express naguère, paru aux éditions du Seuil, qui est une biographie de Rachida Dati qui s'intitule « Du rimel et des larmes ». Le livre date de 2009. Il est extrêmement illustratif de ce qu'est du bon journalisme, c'est-à-dire un journalisme sans préjugés, un journalisme documenté. Il apprend beaucoup de choses, et sur une certaine façon de faire de la politique, ou plutôt d'avancer dans la politique, et aussi sur une certaine façon dont la société, notamment dont les gens qui sont les plus convenables dans cette société, peuvent être saisis tout à coup de divers démons, qui vont du démon du patronage, si je puis dire, à des démons moins convenables. Richard Verly. Alors, on va rester avec les éditions du Seuil, mais pour un livre qui vient de sortir, le livre de quelqu'un qui m'est cher, c'est Jean Ziegler. Jean Ziegler qui a maintenant 90 ans et qui vient de publier un livre dont le titre, je crois, résume absolument le propos. Où est l'espoir ? Et je crois que c'est une excellente question. Alors Jean Ziegler, tiers-mondiste, revendiqué, acharné, qui quelquefois dans sa vie a adopté cette posture chavisto-léniniste que l'on peut critiquer, mais il liste au fond les malheurs et les inégalités terrifiantes de ce monde et la nécessité d'en sortir si l'on veut redonner de l'espoir aux jeunes générations. Ça doit se lire pour ce que c'est-à-dire un plaidoyer pour un autre monde qui resterait quand même à peu près géré par des Nations Unies fonctionnelles. Autrement dit, c'est un monde qui n'est pas celui de Donald Trump. Mais quand je lis Jean Ziegler, j'ai quand même, avec toutes mes critiques et mes débats avec cet écrivain, j'ai tendance à préférer son monde à celui de Monsieur Trump. Michaela Wiegel. Oui, je voudrais recommander un livre de l'historien allemand Karl Schlögl, qui par ailleurs vient de gagner le prix Jacques Delors du livre européen pour un autre livre. Et ce livre s'appelle Le parfum des empires et raconte l'histoire assez incroyable entre le parfum de Coco Chanel numéro 5 et un parfum qui était un peu l'odeur de l'Union soviétique qui porte le nom de Moscou rouge. Et à travers l'histoire des deux femmes qui ont fait ce parfum, il raconte aussi les méthodes de ces empires, c'est-à-dire l'empire nazi et l'Empire soviétique. Et ce livre, malheureusement, n'est toujours pas traduit en français, alors qu'il existe dans beaucoup de langues. Donc, probablement qu'une maison d'édition va avoir envie de le traduire. Michel Elchaninov. Alors je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle « Quand la Chine parle » aux éditions Les Belles Lettres, sous la direction de Gilles Guilleux et de Lou Chi, sont des spécialistes de la Chine. Et c'est un livre qui recense tous les mots qui sont apparus en Chine depuis une vingtaine d'années. C'est absolument passionnant, d'ailleurs c'est illustré. Et parce que, évidemment, en Chine, on n'a pas le droit de s'exprimer librement, on n'a pas le droit de manifester, donc les internautes inventent des mots pour lutter contre ce que leur interdit de dire le pouvoir. Alors le pouvoir, évidemment, a des mots parfois fleuris. Alors ce n'est plus quand les sans fleurs s'épanouissent du maoïsme, c'est battre le Covid, ou dit le pouvoir chinois, c'est pour lutter contre la corruption des fonctionnaires, dire qu'il faut se contenter de 4 plats et une soupe. En Chine, c'est peu. Donc, il faut se contenter de 4 plats et une soupe. Et
En réaction contre ces slogans, la société invente des mots. Elle parle des grands hommes en blanc pour parler de ces personnes qui vous forçaient à rester chez vous pendant le Covid. Comme on n'a pas le droit de parler des violences sexistes et sexuelles en Chine, les Chinois vont montrer des photos de riz et de lapin. Et riz-lapin, ça se prononce mitou en chinois. Ou alors, ils vont parler de tangping, qui veut dire rester couché. Et c'est cette tendance qu'on a chez les jeunes de se dire finalement, pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'en faire? Je peux travailler moins et me contenter de peu. Bref, il y a quantité de mots très amusants. Petite viande fraîche, ce sont les garçons coquets. Petit grand frère, ce sont les livreurs. Sans oublier les journalistes citoyens, etc. Bref, ce sont des mots qui comme disent les auteurs, font malice. Ces mots sont combattus par le pouvoir chinois, mais sans succès. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais m'associer aux hommages qui fleurissent autour de la personne de Jean-François Kahn, parce que je l'ai bien connu. Je l'ai connu à la fin des années 60, quand j'étais très jeune. Nous avions nous dînions avec Roger Paré, qui est un intellectuel qui est mort très prématurément, qui m'a beaucoup fait pour ma formation intellectuelle, chez un démocrate, un diplomate américain démocrate, que je soupçonne d'ailleurs d'être plus ou moins lié à la CIA. Et j'ai découvert Jean-François Kahn à ce moment-là. Je l'ai retrouvé au moment du bicentenaire de Victor Hugo. Nous étions associés sous l'égide de Badinter à l'illustration, la défense et l'illustration de Victor Hugo l'Européen. Et je voudrais simplement dire, j'étais évidemment assez opposé à sa conception du centrisme, qu'il avait qualifié de révolutionnaire. Moi, je crois que c'est une antiphrase. Je crois que le centrisme est fondamentalement lié à la modération. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas très sexy et que lui, il était beaucoup plus que moi sur le plan politique et sur le reste aussi. Mais je voudrais signaler un trait de caractère. En 2004, il s'est trouvé que François Bayrou lui a demandé de prendre la tête d'une liste, c'était des listes régionales pour les européennes, alors que la candidate sortante, c'était Nathalie Griesbeck, députée tout à fait compétente et tout à fait reconnue. Et Jean-François a dit à ce moment-là, j'accepte, mais s'il n'y a un seul élu, je me désisterai au profit de Nathalie. Et Nathalie a eu, je crois, le courage de lui faire confiance, alors qu'on sait ce que valent ce genre de promesses chez les hommes politiques. Il y a eu un seul élu. Jean-François Kahn a exécuté sa promesse. Nathalie est restée députée. Et je crois que c'est assez rare qu'un homme assume une telle promesse. Je crois que c'est la marque d'un esprit magnanime et fidèle à ses engagements. Et je voulais signaler ce trait de caractère qui s'ajoute à la brassée de fleurs qui entoure sa disparition. À la brassée de fleurs, j'ajouterai la mienne. J'ai travaillé avec lui à l'événement du jeudi, évidemment. Je m'associe à l'hommage qui vient d'être rendu. Je m'associe cet hommage pour les raisons que Jean-Louis a dit. Et puis j'ajoute qu'il a eu un amour de la chanson extrêmement contagieux et qu'il a beaucoup fait, notamment à France Inter, avec son émission, avec tambour et trompette, pour faire connaître cette chanson. Et j'ai des souvenirs d'avoir passé des voyages en car avec lui et le regretté Denis Richet à chanter tous les répertoires possibles. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire veille aux plateformes, l'arrière-boutique où nous avons enregistré cette conversation et les nouvelles écoutes qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la suite de nos entretiens avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent sur Notre-Dame et jeudi prochain pour un nouvel Esprit public.